Monsieur, vous êtes actuellement en voyage d'affaires, n'est-ce pas? La voix de la femme à l'autre bout du fil trahissait une tension contenue, celle de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de bouleverser la vie d'une autre personne. Je regardais l'écran de mon téléphone pour vérifier qu'il s'agissait bien du numéro de la banque. Il était 10h43 un mardi matin ordinaire. J'étais au bureau, en train de vérifier les feuilles de calcul du budget pour le trimestre suivant. Non, répondis-je lentement, sentant quelque chose d'étrange me serrer la poitrine. Je suis au travail. Pourquoi? Le silence qui suivit dura trop longtemps. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan, quelqu'un chuchotant des instructions urgentes. Monsieur, j'ai besoin que vous veniez immédiatement à l'agence. Une situation nécessite votre présence. Quel genre de situation? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle choisissait ses mots avec le plus grand soin. Votre femme est ici en ce moment même et tente d'effectuer un virement bancaire important. Elle est accompagnée d'un homme qui, monsieur, il est pratiquement identique à vous. Même taille, même coupe de cheveux, même voix au téléphone lorsqu'il a appelé hier pour prendre rendez-vous. Mais lorsque nous avons demandé la confirmation des données de sécurité, quelque chose n'a pas collé. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. Ma femme est là-bas, avec un homme qui me ressemble? Exactement. C'est pourquoi nous vous appelons. Pouvez-vous confirmer si vous avez autorisé une transaction aujourd'hui? Je n'ai rien autorisé, ai-je répondu en me levant de ma chaise. J'arrive dans un quart d'heure. J'ai raccroché et je suis resté immobile au milieu du bureau, le cœur battant à tout rompre. Ma secrétaire m'a regardé avec inquiétude à travers la porte vitrée. Je m'appelle Albert. J'ai 42 ans. Je travaille comme directeur financier dans une entreprise de logistique. Il y a 3 minutes encore, je pensais avoir un mariage stable depuis 17 ans. J'ai pris les clés de ma voiture et je suis parti sans donner d'explication. Sur le chemin de la banque, mon esprit s'est emballé dans toutes les directions. Ma femme, Jennifer, m'avait dit qu'elle passerait la journée à la maison à organiser la fête d'anniversaire de notre fille. Elle n'avait pas mentionné qu'elle irait à la banque. Encore moins qu'elle serait avec quelqu'un. Et que diable signifiait un homme qui me ressemble? J'ai conduit en pilote automatique, brûlant les feux oranges, prenant les virages plus brusquement que d'habitude. Les rues de Chicago me semblaient plus longues que jamais. J'ai essayé d'appeler Jennifer. Je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Rien. Je me suis garé sur une place réservée aux personnes handicapées, sans me soucier de l'amende. Je suis entré dans la banque, les mains moites. La directrice qui m'avait appelé m'a immédiatement reconnu et est venue à ma rencontre. Monsieur Albert, veuillez me suivre. Elle m'a conduit dans une salle de réunion au mur en verre dépoli. Avant d'entrer, elle m'a discrètement montré le comptoir principal. Ils sont là. J'ai regardé à travers la vitre et le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Jennifer se tenait à côté d'un homme qui me tournait le dos. Il portait une veste en cuir marron foncé, identique à celle que j'avais dans mon placard. Même type de jean. Même coupe de cheveux, avec les côtés rasés et le dessus légèrement plus long. Lorsqu'il s'est légèrement tourné pour signer quelque chose, j'ai vu son profil. Il n'était pas identique. Mais il lui ressemblait de façon troublante. Même structure faciale. Même posture. Si quelqu'un le regardait rapidement, sans y prêter attention, il pourrait le confondre. Jennifer riait de quelque chose qu'il avait dit. Elle lui a touché le bras avec une familiarité qui m'a donné la nausée. Elle portait la robe bleue que j'avais complimentée quelques semaines auparavant, en disant qu'elle mettait ses yeux en valeur. Elle était maquillée, coiffée, radieuse. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui organisait une fête d'enfants à la maison. Depuis combien de temps sont-ils là? Ai-je demandé, incapable de détourner le regard. Ils sont arrivés il y a 30 minutes. Ils ont demandé à transférer 120 000 $ de votre compte joint vers un nouveau compte, ouvert il y a seulement 2 jours. 120 000 $. Presque toute notre réserve d'urgence et une partie des fonds destinés aux études universitaires de notre fille. Et vous n'avez pas encore effectué le virement. Non, monsieur. Protocole de sécurité. Lorsque le montant est aussi élevé, nous posons quelques questions de confirmation. Il n'a pas su répondre correctement au nom de jeune fille de votre mère. Il a dit Patterson, alors que c'est en fait Morrison. C'est là que nous avons eu des soupçons et que nous vous avons appelé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Ma femme était là avec un sosie de moi qui essayait de voler notre argent. Ce n'était pas un vol. C'était quelque chose de planifié, de répété, d'élaboré. Que voulez-vous faire? A demandé la directrice. Je suis resté silencieux, observant les deux personnes. Jennifer a vérifié son téléphone portable, a tapé quelque chose rapidement et l'a rangé.
Elle était nerveuse. Elle continuait à sourire, mais ses gestes étaient tendus. L'homme à côté d'elle discutait avec l'employé de la banque avec une assurance agaçante. Il gesticulait comme je gesticulais. Il inclinait la tête de la même manière quand il écoutait quelque chose. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir comment un mariage apparemment parfait cache la plus calculée des trahisons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque rebondissement de cette enquête. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là. Ce n'était pas une colère explosive. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Une étrange lucidité s'est emparée de mes pensées. « Ne faites rien pour l'instant », ai-je finalement répondu. « Laissez-les continuer. Mais ne concluez pas le transfert. Dites que le système est lent, que vous avez besoin d'une autorisation de la direction, n'importe quoi. J'ai besoin de temps. » Elle m'a regardé, perplexe. Du temps pourquoi? Pour comprendre exactement ce qui se passe. Parce que personne ne crée une copie d'une autre personne du jour au lendemain. Je suis sorti de la pièce par la porte arrière, sans que Jennifer ou l'imposteur ne me voient. Dans le parking, je me suis assis dans la voiture et j'ai fermé les yeux. Ma femme n'était pas trompée. Elle participait activement. La question qui me taraudait l'esprit était « Depuis combien de temps cela durait-il » Et surtout, qu'est-ce que j'ignorais d'autre sur ma propre vie? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer des coups de fil. Pas pour confronter qui que ce soit. Pas encore. J'avais d'abord besoin de réponses. Et tant que Jennifer penserait que son plan fonctionnait, elle continuerait à commettre des erreurs. Des erreurs que j'étais déterminé à documenter, une par une. Assis dans le parking de la banque, j'ai d'abord appelé David, mon petit frère et le seul avocat de la famille en qui j'avais vraiment confiance. « J'ai besoin que tu viennes chez moi ce soir », lui ai-je dit sans préambule. « Et amène quelqu'un de ton cabinet qui soit spécialisé dans la fraude financière. » Albert, que s'est-il passé? Jennifer est à la banque en ce moment même avec un homme qui me ressemble, essayant de transférer 120 000 $ de notre compte joint. Le silence de l'autre côté a duré 3 secondes complètes. Je quitte le bureau tout de suite. Ne fais rien avant que nous ayons discuté. J'ai raccroché et j'ai observé l'entrée de la banque dans mon rétroviseur. 15 minutes plus tard, Jennifer et l'imposteur sont sortis. Elle semblait irritée, gesticulant tout en parlant au téléphone. L'homme à ses côtés gardait la tête baissée, les mains dans les poches. J'ai attendu qu'ils montent dans une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, une Honda Accord argentée, et je les ai suivis en gardant une distance de sécurité. Ce n'était pas difficile. La circulation à Chicago à 11h30 du matin m'a facilité la tâche. Ils ne sont pas allés à notre maison à Oak Park. Ils ont pris la direction opposée, vers un immeuble d'appartements à Wicker Park. Un quartier que Jennifer disait toujours détester parce qu'il était trop jeune et trop bruyant. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je les ai regardés entrer dans l'immeuble. 3e étage, appartement 304. J'ai noté l'adresse. Je suis rentré chez moi en conduisant en pilote automatique. Notre maison. La maison que nous avons achetée ensemble il y a 12 ans, quand notre fille Émilie n'avait que 5 ans. La maison où nous avons célébré les anniversaires, les Noëls, les dîners du dimanche. Je me suis garé dans le garage et je suis resté assis quelques minutes, à respirer. J'ai regardé autour de moi. Les outils rangés sur le mur. Le vélo d'Émilie appuyé dans un coin. Les boîtes de décoration de fête empilées sur les étagères. Tout semblait normal. Mais rien ne l'était. Je suis entré par la porte de la cuisine. La maison était silencieuse. Aucun signe de préparatif pour une fête d'anniversaire. Pas de ballon, pas de liste de courses, aucune preuve que Jennifer avait passé la journée ici. Je suis monté dans la chambre. J'ai ouvert son armoire. La plupart de ses vêtements étaient là, mais il manquait certaines pièces. La robe bleue qu'elle portait aujourd'hui. 2 chemisiers que je savais être ses préférés. Des chaussures. Je suis allé dans la salle de bain. Sa brosse à dents était à sa place habituelle, mais la trousse de maquillage qu'elle laissait toujours sur le comptoir n'était pas là. Je suis retourné dans la chambre et je me suis assis sur le lit. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à vérifier notre historique bancaire en ligne. J'ai d'abord accédé au compte joint. Au cours des 6 derniers mois, il y avait eu de petits retraits que je ne reconnaissais pas. 2 cents dollars ici, 3 cents là. Individuellement, rien d'alarmant. Mais au total, cela représentait près de 8 000 $. J'ai ensuite accédé à mon courrier électronique personnel et recherché « Banque » dans les messages. J'ai trouvé une notification datant de 3 semaines m'informant que mon mot de passe avait été modifié. Je n'avais changé aucun mot de passe. Mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. Mon passeport s'y trouvait. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier les documents classés dans le bureau du rez-de-chaussée.
Il manquait une copie certifiée conforme de ma carte d'identité. Celle que je gardais pour les situations d'urgence. Je me suis assis sur la chaise de bureau et j'ai fermé les yeux. Jennifer n'était pas manipulée. C'était elle qui orchestrait tout cela. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Désolé, mon amour. J'ai dû sortir pour régler quelques affaires. Je rentrerai pour le dîner. Bisous. Je regardais le message pendant un long moment. Elle maintenait le masque. Elle agissait comme si de rien n'était. Comme si, à ce moment précis, elle n'était pas dans un appartement avec un homme qui avait été formé pour se faire passer pour moi. Car c'était bien cela. Personne ne trouve simplement quelqu'un qui lui ressemble et décide de commettre une fraude bancaire. Cela demandait de la planification, du temps, de la coordination. J'ai ouvert l'historique des appels de notre téléphone fixe. Il y avait des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé l'un d'entre eux avec mon portable, en masquant mon identifiant. Allô ? Une voix masculine. La même voix que j'avais entendue de loin à la banque. J'ai immédiatement raccroché. Il avait appelé chez nous. Jennifer lui avait permis d'appeler chez nous. J'ai cherché le numéro en ligne. Rien. Probablement un téléphone prépayé. J'ai passé les 3 heures suivantes à fouiller la maison. Pas comme un mari à la recherche d'indices de trahison, mais comme un enquêteur documentant des preuves. J'ai pris des photos de tout. Chaque tiroir ouvert, chaque document manquant, chaque incohérence. Dans le placard de Jennifer, au fond, derrière des boîtes à chaussures anciennes, j'ai trouvé un dossier en plastique. À l'intérieur, il y avait des impressions de conversation provenant d'une application de messagerie que je ne connaissais pas. Des messages entre Jennifer et quelqu'un identifié uniquement par la lettre R. Je les ai lus en silence, sentant quelque chose de froid se répandre dans ma poitrine. Il ne se doutera jamais de rien. Il est trop confiant pour imaginer cela. Es-tu sûr de pouvoir imiter sa signature ? Je m'entraîne tous les jours. Elle est déjà parfaite. Et si la banque l'appelle ? Ils ne le feront pas. Il est toujours au bureau. Je connais sa routine mieux que lui-même. Les messages se poursuivaient sur plusieurs pages. Il planifiait chaque détail. Il discutait de la façon dont il se partagerait l'argent. Il parlait de « commencer une nouvelle vie » une fois que tout serait réglé. Il y avait aussi des photos. Des photos de moi. Des dizaines. Certaines dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mon profil, ma démarche, des gros plans de mon visage sous différents angles. Une photo montrait un homme de dos. Quand j'ai retourné l'image, j'ai vu son visage en détail pour la première fois. C'était l'imposteur. À côté, une note manuscrite de Jennifer. Il faut couper les cheveux exactement comme ça. Et perdre encore 5 kilos. Elle était en train de sculpter une copie de moi. Comme un projet. Comme si j'étais un modèle à reproduire. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone portable. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. À 5 heures de l'après-midi, David est arrivé avec une femme nommée Rachel, spécialiste des crimes financiers et de l'usurpation d'identité. Je leur ai montré tout ce que j'avais trouvé. Ils ont pris des notes sans dire grand-chose. C'est prémédité, a finalement déclaré Rachel. Nous ne parlons pas d'une erreur de jugement ou d'une infidélité qui a dégénéré. Il s'agit d'un complot en vue de commettre une fraude. D'un vol d'identité. Peut-être plus encore. Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure ? A demandé David. D'après les messages, au moins 8 mois. Peut-être plus. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. 8 mois. Pendant que je travaillais, que j'emmenais Émilie à l'école, que je planifiais nos vacances d'été, Jennifer préparait méticuleusement sa sortie. Une sortie qui impliquait de me remplacer. « Que veux-tu faire ?» demanda Rachel en me regardant droit dans les yeux. Je suis resté silencieux pendant un moment. Une partie de moi voulait appeler la police immédiatement. Tout révéler. Mais une autre partie, plus froide et calculatrice, savait que ce serait une erreur. Si je la dénonce maintenant, que se passera-t-il ? Rachel pencha la tête. La police ouvrira une enquête. Ils poseront peut-être quelques questions. Mais sans que le transfert ait été effectué, sans préjudice financier avéré, il sera plus difficile de prouver l'intention criminelle. Un bon avocat peut prétendre qu'il s'agit simplement d'un malentendu, d'un cas d'échange d'identité. Mais j'ai les messages que vous avez trouvés en violant sa vie privée. Un avocat peut contester la recevabilité de ces preuves. David se pencha en avant. Rachel a raison. Vous devez les laisser réessayer. Sous surveillance. Avec la coopération de la banque. Nous avons besoin qu'ils commettent réellement le crime pour avoir un dossier solide. Je regardais mon frère. Tu me demandes de laisser ma femme essayer de me voler.
Je te demande de la laisser se pendre complètement. Je pris une profonde inspiration. Je pensais à Émilie, ma fille de 17 ans qui était chez ma mère depuis 3 jours, sans rien savoir de tout cela. J'ai pensé à l'impact que cela aurait sur elle. J'ai pensé à Jennifer, la femme avec qui j'avais partagé près de 2 décennies de ma vie. Mais ensuite, j'ai pensé au message, à la froideur avec laquelle elle décrivait notre mariage. Il est prévisible. Cela facilite tout. J'ai pensé à sa volonté de priver notre fille de l'argent nécessaire pour ses études, à son intention de disparaître avec un inconnu après avoir détruit notre famille. D'accord, ai-je finalement dit. Faisons les choses correctement. Laissons-les se pendre eux-mêmes. Rachel a acquiescé. Je vais m'arranger avec la banque. Nous allons créer une situation où ils essaieront à nouveau. Et cette fois, nous serons prêts. Après leur départ, je suis resté seul dans le salon. La maison était désormais plongée dans l'obscurité. Je n'avais pas allumé les lumières. J'entendis la voiture de Jennifer entrer dans le garage. Je pris une profonde inspiration, affichai un visage neutre et me dirigeai vers la cuisine. Elle entra en souriant, chargée de sacs de courses. « Salut, chérie. Désolé d'être en retard. Il y avait beaucoup de circulation. » Je la regardais. Je regardais ce visage que je connaissais si bien. Et je réalisais que je n'avais jamais vraiment connu cette personne. « Pas de problème, » ai-je répondu en esquissant un sourire. « Comment s'est passée ta journée ?» Pendant qu'elle me racontait une histoire élaborée sur sa rencontre avec une amie pour déjeuner et faire les courses pour la fête d'Émilie, je me contentais d'acquiescer. Mais mon esprit était complètement ailleurs. Car Jennifer ne savait pas que pendant qu'elle construisait une copie de moi, je commençais à déconstruire chaque mensonge qu'elle avait raconté. Et quand j'aurais fini, il ne resterait plus rien d'elle, à part la vérité nue et froide. La femme en face de moi continuait à parler, à gesticuler, à rire. Et je me suis rendu compte que je regardais déjà une étrangère. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, alors que Jennifer se levait du lit. J'ai fait semblant de dormir, en gardant une respiration lente et régulière. J'ai entendu ses pas nus sur la moquette, le léger grincement de la porte du placard qui s'ouvrait. À travers mes paupières mi-closes, j'ai vu la lumière de son téléphone portable éclairer son visage tandis qu'elle tapait rapidement quelque chose. Elle a souri à l'écran. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des années quand elle me regardait. Au bout de quelques minutes, elle est revenue se coucher. Je suis resté immobile, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Combien de temps encore pourrais-je maintenir cette mascarade? Me réveiller à ses côtés, prendre le petit déjeuner ensemble, faire comme si tout était normal? Le lendemain matin, Émilie a appelé. Ma fille était chez ma mère depuis 4 jours, où elle terminait un projet scolaire avant les vacances d'été. Papa, maman va bien? Elle semble bizarre quand on lui parle. J'ai serré le téléphone plus fort. Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie? Je ne sais pas. Elle est distraite. Hier, je lui parlais du bal de promo et elle ne m'écoutait même pas. Elle ne faisait que regarder son téléphone. J'ai fermé les yeux. Émilie avait 17 ans. Intelligente, observatrice. Elle allait bientôt se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle est juste occupée à préparer ta fête d'anniversaire. Mentis-je, détestant chaque mot. Tu sais comment elle est quand elle organise quelque chose. Émilie rit, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. D'accord. Je rentre vendredi. Ça l'aidera peut-être à se distraire un peu. Vendredi. 3 jours. Rachel avait dit que la banque recontacterait Jennifer, créant ainsi une opportunité pour finaliser le transfert. Il fallait que cela se fasse avant le retour d'Émilie. Après avoir raccroché, je me suis rendu dans mon bureau à domicile et j'ai appelé David. Il faut que cela se fasse rapidement. Émilie revient vendredi et je ne veux pas qu'elle soit là quand tout va éclater au grand jour. Rachel accélère les choses. La banque va appeler Jennifer aujourd'hui pour lui proposer une solution au problème du système. Ça aura l'air légitime. Et si elle se méfie? Pourquoi se méfierait-elle? De son point de vue, tout s'est déroulé exactement comme prévu hier. La banque a pris du retard pour des raisons techniques. C'est normal. J'ai pris une grande inspiration. D'accord. Tenez-moi au courant. Je suis allé travailler en essayant de maintenir ma routine. Mais il m'était impossible de me concentrer. Chaque réunion semblait durer une éternité. Chaque email était un obstacle entre moi et les réponses dont j'avais besoin. À 11 heures, j'ai reçu un message de Rachel. Contact établi. Elle a accepté. Rendez-vous prévu demain à 10 heures. J'ai lu le message 3 fois. Demain. Dans moins de 24 heures, j'aurai des preuves concrètes et irréfutables. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi.
Jennifer était dans la cuisine en train de préparer le dîner, vêtue d'un tablier que je lui avais offert à Noël dernier. La scène était si parfaitement domestique que j'ai ressenti un pincement de regret. Mais je me suis alors souvenu des messages. Il ne se doutera jamais de rien. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» m'a-t-elle demandé sans se retourner. « Normalement. Et toi ?» ?»« Tranquille. Je suis allé au supermarché, j'ai fait le ménage. Rien de spécial. » Mensonge. J'avais vérifié l'emplacement de sa voiture grâce à l'application de l'assurance. Elle avait passé 3 heures dans cet appartement de Wicker Park. Nous avons dîné en silence. Jennifer vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, touchant à peine à son assiette. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. Elle a rapidement levé les yeux. « Oui, bien sûr. »« Pourquoi ? Tu sembles distraite. » Son visage s'est fermé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne force un sourire. « C'est juste que je suis préoccupé par la fête d'Emily. J'ai encore tellement de choses à organiser. » J'ai acquiescé comme si je la croyais. Après le dîner, Jennifer a dit qu'elle devait sortir rapidement pour aller chercher quelque chose à la pharmacie. J'ai attendu 10 minutes et je l'ai suivie. Elle n'est pas allée à la pharmacie. Elle s'est rendue directement à l'appartement de Wicker Park. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, suffisamment loin pour ne pas être remarqué. 20 minutes plus tard, elle est sortie accompagnée de l'imposteur. Ils discutaient. J'ai vu Jennifer gesticuler agressivement, le visage tendu. L'imposteur a essayé de lui toucher le bras. Elle s'est brusquement éloignée. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais leur langage corporel était clair. Quelque chose avait mal tourné. Ou peut-être était-il nerveux à l'idée de la prochaine étape. Jennifer est montée seule dans la voiture et est partie. L'imposteur est resté sur le trottoir, allumant une cigarette, le regard perdu dans le vide. Je l'ai observé. De loin, la ressemblance était frappante. Il avait imité ma façon de me tenir debout, ce léger poids sur le pied gauche dû à une ancienne blessure au genou. Il portait des lunettes similaires aux miennes. Même la montre à son poignet ressemblait au modèle que je portais. J'ai senti une colère froide monter dans ma gorge. Cet homme avait étudié ma vie comme un rôle dans une pièce de théâtre. Et Jennifer avait été la metteuse en scène de ce théâtre macabre. Je suis rentré à la maison avant elle. Quand elle est arrivée, j'étais sur le canapé en train de regarder la télévision comme si de rien n'était. « Tu as trouvé ce qu'il te fallait à la pharmacie ?» lui ai-je demandé avec désinvolture. Elle a hésité, juste une fraction de seconde. « Oui, il y avait beaucoup de monde, c'est pour ça que j'ai mis du temps. » Un mensonge de plus à ajouter à la collection. Cette nuit-là, allongée dans le noir à côté d'elle, j'ai repensé à toutes les nuits précédentes. Combien de fois s'était-elle allongée dans ce même lit en planifiant comment me remplacer? Combien de conversations intimes n'étaient en réalité que de la collecte d'informations? Je me suis souvenu de la naissance d'Emily. Jennifer m'avait tenu la main pendant tout le travail, disant qu'elle n'y arriverait pas sans moi. Je me suis souvenu de l'achat de cette maison, de nos nuits blanches à choisir les couleurs de peinture. Je me suis souvenu de la mort de mon père et de son étreinte pendant que je pleurais à l'enterrement, me chuchotant qu'elle serait toujours là pour moi. Toujours. Ce mot me semblait désormais être une cruelle plaisanterie. Mon téléphone a vibré. Un message de David. « Tu es sûr de vouloir continuer ? Tu peux encore faire marche arrière et trouver une autre solution. » J'ai regardé Jennifer qui dormait à côté de moi. Son visage était serein, paisible. Comme si elle ne portait pas le poids d'une trahison aussi élaborée. J'ai tapé ma réponse. Oui, j'en suis sûr. Elle a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Jennifer était déjà debout, habillée, maquillée. Plus maquillée que d'habitude. Elle portait une robe que je ne reconnaissais pas. Une robe neuve, probablement achetée spécialement pour aujourd'hui. « Tu as une réunion ?» ai-je demandé en prenant mon café. « Pas exactement. Je dois régler quelque chose à la banque. Des questions concernant le compte joint. » La voilà. La vérité déguisée en mensonge anodin. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Pendant un instant, j'ai vu une véritable panique traverser son visage. Ce n'est pas nécessaire. C'est quelque chose d'ennuyeux, de bureaucratique. Je vais régler ça rapidement. Tu es sûr? Je peux quitter le travail plus tôt. Absolument. Tu as cette présentation importante aujourd'hui, tu te souviens? Je n'avais aucune présentation. Mais j'ai acquiescé comme si je m'en souvenais. C'est vrai. Bonne chance avec la bureaucratie alors. Elle m'embrassa sur la joue. Un baiser rapide, mécanique. Puis elle prit son sac et partit. J'attendis 5 minutes. J'appelai Rachel. Elle vient de partir. Elle va à la banque.
Nous le savons. Nous avons déjà 2 enquêteurs en place et les caméras de sécurité ont été réglées pour tout filmer en haute définition. Votre frère est là aussi. Je viens. Albert, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je dois voir ça. De mes propres yeux. Je n'entrerai pas. Je resterai dans la voiture. Mais je dois être là. Silence de l'autre côté. Je comprends. Mais gardez vos distances. Si elle remarque votre présence, elle pourrait tout annuler. Je sais. Vous pouvez me faire confiance. Je suis arrivé à la banque 15 minutes plus tard. Je me suis garé à 3 pâtés de maison, à un endroit d'où je pouvais voir l'entrée principale. Rachel m'a envoyé le lien pour accéder aux caméras de sécurité depuis mon téléphone portable. 10h07. Jennifer est entrée dans la banque. Seule. 10h15. L'imposteur est arrivé. Ils se sont rencontrés à l'intérieur, agissant comme si de rien n'était. Il l'a saluée en l'embrassant sur la joue. Mon estomac s'est retourné. À travers la caméra, je les ai vus se diriger vers la salle de réunion. Le même directeur que précédemment les a accueillis, avec un sourire professionnel. Jennifer semblait confiante. L'imposteur, un peu plus tendu. Ils ont commencé à remplir des documents. J'ai vu ma signature être falsifiée en temps réel. Chaque lettre, chaque courbe, une imitation de mon nom. Rachel est entrée dans la pièce. Elle s'est présentée comme la superviseure des opérations spéciales. Elle avait quelques questions de routine à poser. J'ai vu Jennifer se raidir. L'imposteur a gardé son sang-froid, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. « Monsieur Albert », a commencé Rachel en regardant l'imposteur, « pouvez-vous me confirmer le nom complet de votre fille ?»« Émilie Rose », a-t-il répondu sans hésiter. « Correct. » Jennifer avait bien fait son travail. « Et quand est son anniversaire ?»« Le 23 juin. » Correct également. Mon cœur s'est serré en entendant la date de naissance de ma fille sortir de la bouche de cet inconnu. Dernière question. Où vous êtes-vous marié? L'imposteur a rapidement regardé Jennifer. Elle garda une expression neutre, mais je vis ses doigts serrer la bandoulière de son sac. À Boston, dit-il. À l'église Sainte-Marie. Rachel nota quelque chose sur sa tablette. Intéressant, car d'après nos registres, vous vous êtes marié au bureau d'état civil de Chicago. Et le nom complet de votre fille est Émilie Rose, mais son deuxième prénom est en fait Catherine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jennifer se leva brusquement. C'est ridicule. Pourquoi posez-vous ces questions? Protocole de sécurité, madame. Lorsqu'il y a des mouvements importants, nous devons vérifier l'identité de toutes les personnes impliquées. L'imposteur se leva également. Je me suis trompé. Je pensais au mariage de ma sœur. C'était à Boston. Je comprends, continua Rachel calmement. Et le deuxième prénom de votre fille? Catherine, corrigea-t-il rapidement. Émilie Catherine. J'étais distrait. Rachel le regarda droit dans les yeux. Monsieur, j'ai besoin que vous retiriez vos lunettes un instant. Pourquoi? Protocole d'identification. Il hésita. Jennifer intervint. C'est absurde. Nous sommes ici depuis près d'1 heure. Nous avons déjà fourni tous les documents nécessaires. Et nous sommes simplement en train de valider ces documents, madame. Si tout est en ordre, la procédure sera terminée dans quelques minutes. L'imposteur retira lentement ses lunettes. Rachel examina son visage. Monsieur Albert, avez-vous subi une intervention chirurgicale récemment? Non. Pourquoi? Parce que sur les photos les plus récentes que nous avons de vous, il y a une petite cicatrice sur votre sourcil gauche. Un accident dans votre enfance, semble-t-il. Mais je constate que vous n'avez pas cette marque. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Cette cicatrice. Le résultat d'une chute à vélo quand j'avais 9 ans. Petite, presque imperceptible, mais permanente. Jennifer a compris que la donne avait changé. Où est le responsable de cette agence? Je veux parler à un supérieur immédiatement. Rachel est restée calme. Je suis la personne responsable des opérations à haut risque, madame. Et pour l'instant, cette opération est classée comme hautement risquée. L'imposteur a fait un pas vers la porte. Ne perdons pas plus de temps avec ça. Partons, Jennifer. C'est alors que David est entré dans la pièce accompagné de 2 agents de sécurité. En fait, dit mon frère d'une voix ferme et professionnelle, vous n'irez nulle part. Pas encore. Jennifer pâlit. Qui êtes-vous? David Morrison. Avocat. Et frère d'Albert Morrison. Le vrai Albert Morrison.
L'imposteur regarda Jennifer avec un mélange de colère et de panique. Vous avez dit que c'était infaillible. Tais-toi, siffla-t-elle. Mais il était trop tard. Les mots avaient déjà été prononcés. La confession implicite avait déjà été capturée par les caméras. Assis dans ma voiture à 3 pâtés de maison de là, observant tout à travers l'écran de mon téléphone portable, je ressentis quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de conclusion prématurée, comme si une partie de moi était déjà en deuil du mariage que je pensais avoir eu. Mais il y avait aussi de la détermination. Parce que maintenant, en voyant Jennifer prise au piège de son propre stratagème, en voyant la panique grandir dans ses yeux tandis que David expliquait les implications juridiques de ce qu'ils avaient tenté de faire, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et tandis que la femme qui avait partagé 17 ans de ma vie tentait désespérément de construire une défense pour l'indéfendable, une seule question me trottait dans la tête. Si elle avait été capable de planifier cela avec autant de froideur, avec autant de précision, pendant des mois sans que je m'en aperçoive, quelles autres vérités sur notre mariage n'étaient que des illusions soigneusement construites? Je savais que cette question trouverait très vite une réponse. Et que cette réponse changerait tout. Après que David et Rachel aient fait sortir Jennifer et l'imposteur de la banque sous escorte, je suis rentré chez moi dans un état que je ne peux décrire que comme une clarté absolue. Il n'y avait ni larmes, ni colère incontrôlée. Il n'y avait qu'une liste mentale croissante des prochaines étapes à suivre. J'ai appelé ma mère. J'ai besoin qu'Émilie reste chez toi quelques jours de plus. Je t'expliquerai tout en personne, mais pour l'instant, ne mentionne rien à propos de Jennifer. Ma mère, qui connaissait sa fille depuis plus longtemps que moi, m'a simplement répondu « Je savais que quelque chose n'allait pas, viens dîner demain ». David est arrivé chez moi 2 heures plus tard avec Rachel et un autre homme qu'il a présenté comme Marcus Chen, un détective privé spécialisé dans les fraudes conjugales. « Albert, nous devons parler de la prochaine étape », a commencé David en ouvrant un dossier. Jennifer et l'imposteur ont été libérés. Sans transfert effectué, ils n'ont techniquement pas encore commis de crime. Comment ça, libérés? Ils ont invoqué une confusion, un malentendu. L'imposteur a dit qu'il était juste un ami qui aidait Jennifer avec des documents qu'elle ne comprenait pas. C'est faible, mais sans préjudice financier effectif, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'instant. Rachel est intervenue. Mais nous avons tout documenté. Les caméras, les tentatives de falsification, les mensonges pendant l'interrogatoire. Quand tu décideras d'engager des poursuites judiciaires, nous aurons suffisamment de preuves. Marcus ouvrit son ordinateur portable. J'ai enquêté sur l'appartement de Wicker Park. Il est loué depuis 7 mois à son nom. Ryan Fletcher, 36 ans, acteur au chômage. Acteur. Le mot prit soudain tout son sens. Jennifer n'avait pas trouvé quelqu'un qui me ressemblait par hasard. Elle avait engagé quelqu'un pour jouer un rôle. Il y a plus, poursuivit Marcus. J'ai trouvé des traces de paiements effectués depuis le compte personnel de Jennifer à Fletcher. 15 000 $ au cours des 6 derniers mois. 15 000. Notre argent. Elle utilisait notre argent pour financer mon propre remplacement. J'ai besoin de tout savoir sur lui, ai-je dit. Son passé, sa famille, ses dettes, ses relations. Tout. Je m'en occupe, a répondu Marcus. Ce soir-là, seul à nouveau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un document. Je l'ai intitulé « Chronologie de la trahison ». J'ai commencé à reconstituer les derniers mois à partir des preuves dont je disposais. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez voir comment j'ai transformé chaque preuve en une arme légale parfaite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui suit montrera comment la patience et une documentation minutieuse peuvent être plus dévastatrices que n'importe quelle confrontation émotionnelle. Jennifer est rentrée à la maison à 23 heures. Elle est entrée silencieusement, comme si elle s'attendait à ce que je sois endormi. J'étais dans le salon, dans le noir. Albert, tu m'as fait peur. Où étais-tu? Chez une amie. J'avais besoin de parler de certaines choses. J'ai allumé la lumière. Elle a cligné des yeux, s'adaptant à la luminosité. Assieds-toi, lui ai-je demandé calmement. Je suis fatigué. On peut en parler demain? Assieds-toi. Maintenant. Quelque chose dans mon ton l'a poussé à obéir. J'ai reçu un appel étrange de la banque aujourd'hui, ai-je commencé, observant chaque micro-expression sur son visage. À propos d'une tentative de virement. Elle a gardé son sang-froid. Presque impressionnant. Ah, c'est étrange. Je n'ai effectué aucun virement. Je sais. La banque l'a empêché. Silence. Jennifer, je vais te poser une question. Et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. As-tu quelque chose à me dire? Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu « Non.
Pourquoi? La froideur avec laquelle elle a menti tout en me regardant a été le moment où quelque chose en moi est définitivement mort. Pas l'amour. L'espoir. D'accord, ai-je répondu. Je voulais juste m'en assurer. Elle est montée dans la chambre. Je suis resté dans le salon, sachant que j'avais pris la bonne décision. Il n'y aurait pas de réconciliation. Il n'y aurait pas de chance. Seulement des conséquences. Au cours des 3 jours suivants, pendant que Jennifer continuait à vaquer à ses occupations habituelles, j'ai monté un dossier qu'une équipe d'avocats n'aurait pas pu démanteler. Marcus a suivi chacun des mouvements de Fletcher. Rachel s'est coordonnée avec la banque pour obtenir tous les documents nécessaires. David a préparé les papiers du divorce avec des clauses si précises qu'elles ne laissaient aucune marge de négociation. Et moi, j'ai continué à être le mari prévisible. L'homme que Jennifer pensait connaître parfaitement. Jusqu'au jeudi soir, alors qu'elle pensait que j'étais au bureau, la confrontation finale a commencé. Mais ce ne serait pas comme elle l'imaginait. Ce serait exactement comme je l'avais prévu. Le jeudi soir, Jennifer pensait que j'étais à une réunion d'urgence au bureau. En réalité, j'étais garé devant l'appartement de Wicker Park avec David, Rachel et 2 agents de police. Ils sont à l'intérieur depuis 1 heure, m'a informé Marcus par radio. Je peux les voir à travers la fenêtre. Ils discutent de quelque chose. J'ai attendu jusqu'à 20h30. Puis je me suis dirigé vers l'immeuble et j'ai sonné à l'appartement 304. Silence. J'ai sonné à nouveau. « Qui est là ?» demanda Ryan dans l'interphone. « Livraison pour Fletcher. » J'entendis des voix étouffées. Des pas. La porte se déverrouilla. Ryan n'ouvrit qu'une petite fente, bloquant le passage avec son corps. Quand il me vit, il pâlit. « Surprise !» dis-je calmement. Il essaya de refermer la porte. Je mis mon pied dans l'encadrement. Jennifer est là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ryan Fletcher, 36 ans, acteur au chômage depuis 2 ans, 3 loyers impayés avant cet appartement. Je continue. La porte s'est ouverte complètement. Jennifer est apparue derrière lui, vêtue d'une chemise que j'ai reconnue comme étant la mienne. Albert. Sa voix était ferme, mais je voyais la panique dans ses yeux. On peut discuter civilement, ai-je demandé. Ou tu préfères que mon frère et les policiers en bas montent? Ryan a regardé par la fenêtre. Il a vu la voiture de police. Laisse-le entrer, a dit Jennifer, vaincue. Je suis entré dans l'appartement. Il était petit, mais bien rangé. Des photos de moi couvraient tout un mur. Des gros plans, des profils, des images en pied. Comme un hôtel macabre dédié à mon remplacement. Impressionnant, ai-je commenté en montrant les photos. Combien de temps t'a-t-il fallu pour monter tout ça? Jennifer a croisé les bras. Que veux-tu, Albert? Je veux comprendre. Pourquoi ne pas simplement demander le divorce? Elle a ri sans humour. Divorcer? Et garder la moitié? La moitié de tout ce que j'ai aidé à construire pendant que tu en récoltais les lauriers? Donc ton plan était de tout voler et de disparaître. Ce n'était pas du vol, a-t-elle craché. C'était ce que je méritais. Ryan s'est agité, mal à l'aise. Jennifer, peut-être qu'on devrait juste... Fermer ta bouche serait un bon début, l'interrompis-je en le regardant. 15 000 $ en 6 mois. C'est ce qu'elle t'a payé pour être moi. Bon travail, d'ailleurs. Ton attitude était presque parfaite. Mais tu t'es trompé sur le 2e prénom de ma fille. Émilie Catherine, pas Émilie Rose. Il déglutit. Et cette cicatrice sur ton sourcil, continuai-je. Un petit détail, mais crucial. Jennifer fit un pas en avant. Vous ne pouvez rien prouver. Nous n'avons rien fait d'illégal. Je souris pour la première fois. Oh, Jennifer. C'est là que vous vous trompez. Je sortis mon téléphone de ma poche et fis jouer l'enregistrement. Ses propres mots à la banque. Vous avez dit que c'était infaillible. Son visage pâlit. J'ai 7 mois de messages entre vous deux. Ai-je poursuivi. Des paiements documentés. Des témoins à la banque. Des caméras de sécurité. Une tentative de falsification de signature. Une tentative de transfert frauduleux. Ryan s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. J'ai aussi ça, ai-je dit en montrant le dossier que j'avais trouvé chez lui. Votre manuel de formation. Très détaillé. Vous lui avez vraiment appris à marcher comme moi. Quel dévouement impressionnant. Vous avez violé ma vie privée, a tenté Jennifer. C'est inadmissible. En fait, j'ai fouillé ma propre maison, où vous conserviez des preuves de complot en vue de commettre une fraude. Il y a une grande différence.
Elle resta silencieuse, les poings serrés le long du corps. « Mais vous savez ce qui m'intrigue vraiment ?» demandai-je en rangeant mon téléphone. « Pendant 17 ans, je vous ai fait entièrement confiance. Avec notre fille, notre maison, notre argent. Et vous avez transformé cette confiance en scénario criminel. Vous m'avez transformé en rien, explosa-t-elle finalement. La femme d'Albert. La mère d'Émilie. Jamais Jennifer. Toujours définie par vous. Alors c'était une question d'identité? Parce que je ne comprends pas bien. Essayais-tu de me voler ou de te trouver toi-même? Elle ne répondit pas. Ryan se leva. Je peux partir? Non, dit David en entrant dans l'appartement, suivi de Rachel et des 2 agents. En fait, vous venez tous les 2 avec nous. Sous quelle accusation? Demanda Jennifer. Rachel s'avança. Conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, usurpation d'identité, tentative de détournement de fonds. Pour commencer. Alors que les agents s'approchaient, Jennifer me regarda avec ce qui semblait être du désespoir. Albert, s'il te plaît, pense à Émilie. Je pense à elle tous les jours, répondis-je. C'est pourquoi je fais les choses correctement. Légalement. Pour qu'elle apprenne que ses actes ont des conséquences. Ryan fut menotté en premier. Pendant qu'il l'emmenait, Jennifer resta immobile, regardant autour d'elle comme si elle voyait pour la première fois à quel point son monde clandestin était petit. 17 ans, murmura-t-elle. J'ai gâché 17 ans. Non, la corrigeai-je. Tu as passé des mois à planifier de gâcher ta vie. Je t'en ai simplement empêché. Quand ils l'ont emmenée, elle ne s'est pas retournée. Mais moi, je me suis retourné. J'ai regardé les photos sur le mur, la vie parallèle qu'elle s'était construite, les fragments d'un mariage qui n'avait jamais vraiment existé. David m'a tapoté l'épaule. Ça va? Oui. Enfin. Nous avons quitté l'immeuble. Dans la rue, j'ai respiré profondément l'air de la nuit. Quelque part dans la ville, ma fille était en sécurité chez ma mère, sans savoir que son monde était sur le point de changer. Mais cette fois, le changement serait fondé sur la vérité. Pas sur des mensonges soigneusement préparés. Et tandis que la voiture de police s'éloignait avec Jennifer, j'ai réalisé que la femme qui avait partagé près de 2 décennies de ma vie n'avait jamais vraiment existé. Mais l'homme qui se tenait sur ce trottoir, voyant enfin clairement, celui-là était réel. Et il commençait tout juste à découvrir qui il était vraiment. 3 mois plus tard, je me suis assis avec Émilie sur notre terrasse arrière. Elle venait d'avoir 18 ans et méritait de connaître toute la vérité. « Papa, je sais que maman n'est pas simplement en voyage », a-t-elle dit avant que je commence. J'ai 18 ans. Je ne suis plus une enfant. Je lui ai alors tout raconté. Chaque détail. L'imposteur, le plan, la tentative de vol. Elle a écouté en silence, digérant l'information. Elle pensait vraiment pouvoir te remplacer. Sa voix tremblait. Comme si tu étais interchangeable. Je pense qu'elle a cessé de me voir comme une personne et a commencé à me voir comme un obstacle. Émilie a essuyé ses larmes. Et maintenant, que va-t-il lui arriver? Son avocat a négocié un accord. 2 ans de prison pour tentative de fraude, plus une restitution financière. Ryan a pris 3 ans pour usurpation d'identité. Mais plus important encore. J'ai pris une profonde inspiration. Ta mère a besoin d'une aide professionnelle. Et elle va l'obtenir. Tu l'aimes toujours? J'ai réfléchi attentivement. J'aime le souvenir de ce que je pensais que nous avions. Mais cette femme n'a jamais vraiment existé. Et ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de nous, de notre reconstruction. Émilie m'a pris le bras. Tu es irremplaçable, papa. J'espère que tu le sais. Ces mots ont eu plus de valeur que n'importe quelle victoire juridique. Au cours des mois suivants, la maison s'est transformée. Émilie et moi cuisinions ensemble, regardions de mauvais films, discutions tard dans la nuit. J'ai découvert ses rêves pour l'université, ses peurs, ses espoirs. Des choses que j'avais laissé Jennifer intercéder pendant des années. Le divorce a été prononcé. J'ai conservé la maison, la garde partagée, une fois que Jennifer serait sortie de prison, et 80% des actifs. Le juge n'a pas été indulgent dans son évaluation de la tentative de fraude. Marcus m'a appelé 6 mois après la fin de la procédure. J'ai pensé que tu aimerais le savoir. Ryan a déménagé dans l'Oregon, il travaille dans le bâtiment. Il n'a plus aucun contact avec Jennifer depuis le jugement. Et elle participe à des programmes de réadaptation. Apparemment, elle est confrontée à certains démons liés à son identité et à son estime de soi. J'ai raccroché en pensant à la façon dont nous avions tous 2 lutté avec des questions d'identité. Elle a essayé d'effacer la mienne.
J'ai dû redécouvrir qui j'étais sans elle. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un de différent. Pas seulement un mari trahi ou victime d'une fraude. Je vois un père présent, un homme qui a appris qu'être prévisible ne signifie pas être remplaçable. Émilie est à l'université maintenant, elle étudie la psychologie légale. Elle dit avoir été inspirée par tout ce drame familial. Nous en rions, même si cela fait encore mal parfois. Je sors de temps en temps. Rien de sérieux. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel. Faire à nouveau confiance ne signifie pas être naïf. Cela signifie choisir avec soin et vérifier constamment. La semaine dernière, je rangeais des documents lorsque j'ai trouvé cette photo de Jennifer sur le mur de l'appartement. Elle étudiait mes gestes, ma posture, comme si j'étais un projet à reproduire. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la pitié. Parce qu'au final, elle a passé des mois à essayer de créer une copie de quelque chose dont elle avait l'original chez elle. Toute cette énergie gaspillée parce qu'elle n'arrivait pas à simplement discuter, demander de l'aide, suggérer une thérapie de couple. La dernière chose que j'ai su, c'est que Jennifer a été libérée plus tôt pour bonne conduite. Elle n'a pas essayé de prendre contact. Émilie reçoit des lettres de temps en temps, mais elle a décidé de garder ses distances jusqu'à ce qu'elle soit prête. Je respecte cette décision. Parce que j'ai appris que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous enseigner des leçons, et non pour y rester. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu des signes que vous aviez ignorés, ou si vous souhaitez simplement voir d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en reconstruction, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, les meilleurs revirements ne consistent pas à détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais à construire quelque chose de mieux que ce que vous aviez avant. Hier, Émilie m'a envoyé une photo de sa remise de diplôme. Dans le texte, au meilleur père du monde. Irremplaçable. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Je l'ai encadré et placé sur mon bureau. Parce qu'au final, Jennifer a essayé de m'effacer pendant des mois. Mais cela m'a seulement poussé à me redécouvrir. Et la version de moi-même qui est sortie de cette épreuve, personne ne pourrait la copier. Parce qu'elle a été forgée dans la douleur, trempée dans la résilience et polie par le choix conscient d'être meilleure, et non amère. 17 ans de mariage ont pris fin avec un appel de la banque. Mais toute une vie de paternité consciente a commencé au même moment. Et cette histoire, elle est vraiment mienne. Originale. Inimitable. Irremplaçable. Ремонтка багажа, береш пакую. Ремонтка багажа. Рядом куча народа. Он в аэропорту. Ну что, спроси у кого-то. А ты не можешь? Я да, спрашивал. Да, потолок у меня и был. В аэропорту мы. Пока мы найдем. Спросить лучше. Понятно, говно. Иванова. Да? Иванова. Северный ветер у вас. Стройка 23-27. Хорошо. Строй 127 битва. Короче, мы в 13 вообще не сидим. Ребята, еще 2 часа и 30 минут. Ой, Витин Energy. Витин Комбо.
Боже мой, чего аэропортов? Капец. Литвин комбо. Капец. А я в аэропорту. Вот такой потолок. Сейчас скоро полетим в Иваново. Это что у нас? Еда всякая. Тренажеры. Он точно не шпион. Да, я не шпион. Меня полностью обследовали. Потом, наверное, будут опять шмонать. Бабушка. Все для путешествий. Где написано? Стойка. Где 23-27? 80. 23? Ну да, стойка. Что там? Просто скина цвет там сверху. Ну да, свет тут есть. О, Росгвардия. Онлайн, бухгалтерия, бизнес. Что, мне вот так держать? Я хотел другим видом. Ну, не получилось. Служебный вход. У нас прям гигантский. Сейчас снять? А куда их положить? Кого? Куртки. Ну как? Не пойдет?